l'illusion d'une transition monétaire linéaire et pacifique. L'histoire économique moderne, telle qu'elle est traditionnellement enseignée dans les institutions scolaires, souffre d'un biais de simplification qui tend à légitimer l'ordre établi. Le récit officiel est linéaire, presque pastoral dans sa rigueur morale. Il soutient que les nations occidentales traversaient une époque de chaos monétaire indescriptible, caractérisée par une multitude de devises locales instables et des intérêts sectoriels inconciliables, puis, par la grâce d'hommes d'États clairvoyants réunis dans les capitales politiques. L'ordre fédéral serait apparu sous la forme d'une monnaie standardisée, ouvrant la voie aux progrès industriels. Ces grands récits nationaux de la modernisation cachent pourtant une réalité beaucoup plus sombre. Une analyse rigoureuse des législations financières des années 1806 et 1867 révèle des mécanismes délibérés qui ont transformé radicalement la nature même de la richesse humaine. Ce changement n'a pas été le fruit d'une évolution naturelle, mais d'une ingénierie politique minutieuse. En examinant de près les lois bancaires américaines, la période de la guerre de sécession, la recherche historique met en lumière des anomalies structurelles troublantes. Les lois sur les banques nationales, adoptées entre 1503 et 1564, ont orchestré la disparition progressive, mais totale des monnaies émises à l'échelle locale par le biais d'une taxation punitive. Plus tard, la loi sur la monnaie de 1830, souvent qualifiée par les contemporains de crime de 1863, a supprimé l'argent métal de la circulation légale. Ces textes législatifs étaient si denses, si techniques et si volontairement obscurs que de nombreux parlementaires ont admis des années plus tard n'avoir absolument pas compris la portée du vote auquel ils avaient participé. Ensemble, ces textes législatifs ont verrouillé le système financier pour s'assurer que la seule monnaie légale disponible pour les citoyens soit désormais créée par et due à des institutions bancaires centralisées, marquant une rupture définitive avec les pratiques passées. Cette refonte législative a déplacé le fondement même de la monnaie. Auparavant, les devises reposaient sur des richesses tangibles et matérielles que les travailleurs produisaient réellement au quotidien, comme la terre, les céréales ou les matières premières. Après ces réformes, la monnaie est devenue le reflet exclusif de la dette publique et du crédit bancaire. Ce phénomène n'était pas une exception américaine ou une simple coïncidence historique. Presque simultanément, la Grande-Bretagne a adopté une approche similaire dès 1834, suivie par le Danemark en 1850. Le jeune empire allemand en 1800 et l'Australie en 1818. Le Japon a poussé la symétrie jusqu'à modeler l'intégralité de son nouveau système bancaire sur les lois américaines dès l'Américaine, tandis que la France renforçait le monopole de sa banque centrale au cours de la même décennie. Cette convergence mondiale au sein d'une même fenêtre temporelle suggère une restructuration globale du pouvoir financier. Avant l'avènement de ces lois centralisatrices, notamment durant la période de 1836 à 1863 que les manuels d'économie qualifient sobrement d'ère bancaire libre, la réalité sur le terrain ne correspondait pas du tout à l'anarchie décrite par les historiens officiels. Le terme même d'agriculture ou donc banque libre réduit en erreur, car il masque la caractéristique de cette époque, l'ancrage local. Chaque tata de l'oignon possédait le pouvoir de charte pour ses propres banques et ces institutions émettaient des billets directement liés aux réalités économiques. L'élément central, systématiquement ignoré par la théorie économique standard, réside dans le fait que cette monnaie était adossée à des actifs réels, les entrepôts, les titres de propriété foncière et les récoltes agricoles constituaient la véritable réserve de valeur, offrant une protection concrète contre les manipulations monétaires abstraites, filtres financiers. Le fonctionnement quotidien de ce système décentralisé permettait à un agriculteur de l'Ohio de se présenter dans une banque locale pour y déposer ses titres de propriété ou ses reçus cash grains. En contrepartie, l'institution lui remettait des billets de banque dont la valeur reflétait fidèlement la puissance productive de ses propres terres. Le producteur n'était pas un débiteur soumis aux exigences d'une entité financière lointaine et déconnectée de ses impératifs quotidiens. Dans un sens très matériel, il parvenait à monétiser sa propre capacité de production sans intermédiaire hégémonique. Si ce modèle était intrinsèquement aussi dangereux et frauduleux,
que le prétend la Vulgate historique, il devient difficile d'expliquer l'essor économique fulgurant de cette période. Les villes se sont développées, les infrastructures routières ont été financées et les industries locales se sont enracinées sans l'intervention d'une autorité monétaire centrale. La rhétorique officielle justifie la destruction de l'ancien modèle par la présence de fraudes massives, qualifiées à l'époque de banques sauvages. Il est indéniable que des institutions malveillantes ont émis des billets sans réserve suffisante avant de disparaître du jour au lendemain dans les zones frontalières. Toutefois, l'examen minutieux des taux de défaillance réels montre que les États ayant mis en place des systèmes solides adossés à la terre, comme l'État de New York, l'Indiana ou la Louisiane, prêtaient une stabilité remarquable. Le système de la Louisiane, soutenu par une combinaison d'espèces métalliques et d'actifs commerciaux, a surmonté avec succès des paniques financières systémiques qui ont pourtant terrassé les grandes institutions des États voisins. Cette résilience démontre que la décentralisation n'est pas synonyme de faiblesse structurelle, mais offrait plutôt une flexibilité supérieure face aux crises économiques mondiales. Le système monétaire d'avant la guerre de sécession était certes imparfait et complexe, mais il possédait l'avantage précieux de distribuer le pouvoir financier au plus près des citoyens. La relation qu'un individu entretenait avec sa monnaie passait par des institutions de proximité, dans lesquelles il pouvait entrer physiquement, dont il pouvait contester les décisions et pouvait tenir directement pour responsable leur gestion. Les réformes successives de 1636 ans et 1863 ont agi comme des séismes silencieux, modifiant la structure même de la société civile. La loi de 1863 a imposé aux banques nationales l'obligation d'acheter des obligations du gouvernement fédéral et de les déposer au du contrôleur de la monnaie pour pouvoir émettre des standardisés. Le pivot s'est opéré à ce moment précis, le gage monétaire est passé de la richesse matérielle palpable aux promesses de remboursement de l'État. Pour éliminer l'ancien système sans provoquer de soulèvement populaire immédiat, le gouvernement fédéral a utilisé l'arme fiscale plutôt que l'interdiction pure et simple. Une taxe prohibitive de dancing a été prélevée sur les billets émis par les banques d'État, étouffant progressivement leur viabilité économique. Le choix de la fiscalité au détriment d'une interdiction légale répond à une logique de dissimulation politique bien rodée. Une prohibition directe est un acte visible qui engendre une résistance immédiate et laisse une trace claire de la souveraineté retirée aux communautés locales. Il inverse. Une taxe s'apparente à une simple mesure de gestion budgétaire ordinaire, administrative et neutre. Sous le couvert de la paperasse et de la politique fiscale, le Tata menait une guerre du second l'autonomie monétaire régionale, transformant les anciens outils de dépendance en reliques obsolètes. L'étape suivante de cette consolidation s'est jouée en 1853 avec le retrait discret de l'argent de la liste des métaux légaux pour la frappe des dollars standards. Depuis la fondation de la République américaine en 1792, l'argent constituait une monnaie constitutionnelle accessible et abondante, particulièrement dans les régions de l'Ouest. En enfouissant sa démonétisation dans les annexes techniques du noix sur le poids des pièces, les législateurs ont retiré du système actif échappant par nature au contrôle des grands bilans bancaires, l'argent pouvait être extrait, raffiné et transformé en valeur d'échange sans d'une institution financière. L'or, en revanche, était rare, concentré et détenu par un nombre restreint de puissantes entités coloniales et métropolitaines. Alliant le destin de la monnaie à l'or unique. Les réformateurs ont arrimé l'économie nationale à un actif contrôlé par une oligarchie restreinte. Cette dynamique d'accaparement s'observe avec une régularité mathématique à travers tout le monde industrialisé de l'époque. En Grande-Bretagne, la loi sur la charte de la banque de Nicantacankar avait déjà supprimé l'autonomie des banques privées écossaises et anglaises, qui émettaient auparavant des billets adossés à leurs propres actifs et restaient comptables devant leur communauté locale. Le passage à un étalon unique géré par la Banque d'Angleterre a centralisé la création monétaire au profit de la métropole londonienne.
Au Canada, l'acte sur les billets du Dominion de 1860 a restreint drastiquement la capacité des institutions provinciales à émettre des devises concurrentes. Le scénario s'est répété en Allemagne après l'unification avec la création de la Reichsbank en 1866, balayant la diversité monétaire des anciens États souverains au profit d'un instrument impérial centralisé. La simultanéité de ces réformes à l'échelle internationale met à mal l'explication historique bienveillante d'une simple modernisation pragmatique et isolée. La coordination nécessaire pour que des nations rivales, dotées de traditions juridiques différentes et d'intérêts géopolitiques opposés, adoptent le même mécanisme d'élimination des monnaies locales dépasse le cadre de la simple coïncidence temporelle. Les archives révèlent l'existence de réseaux d'échanges d'une grande fluidité entre les responsables ministères des finances des pays occidentaux. Qu'il s'agisse d'un alignement idéologique spontané au sein des élites économiques ou de l'application rigoureuse d'un modèle partagé, le résultat demeure identique. À l'espace de 3 décennies, la planète entière est passée d'un modèle où la monnaie suivait la création de valeurs réelles à un système où l'activité humaine est devenue dépendante du crédit. Dans l'ancien paradigme décentralisé, la création monétaire augmentait proportionnellement à la richesse réelle produite par la société. Lorsqu'un artisan ou un agriculteur créait un de consommation ou stockait des denrées, l'introduction de ce billet élargissait la masse monétaire en harmonie avec l'activité économique réelle. Le système financier se situait en aval du système productif. Le nouveau modèle a inversé cette hiérarchie de manière définitive. La monnaie n'entrant plus en circulation que par le biais de l'émission d'obligations d'État ou de prêts accordés par banque centrale, le crédit est devenu la condition préalable à toute entreprise humaine. On ne pouvait plus bâtir, cultiver ou manufacturer sans obtenir, au préalable l'autorisation financière d'une institution lointaine chargée d'évaluer la solvabilité du demandeur selon des critères purement spéculatifs. Cette dépendance structurelle introduit une contradiction arithmétique fondamentale au cœur même de l'économie moderne. Si chaque unité monétaire en circulation provient d'un prêt-quin initial, cette monnaie représente intrinsèquement une promesse de remboursement majoré d'un taux d'intérêt. Or, l'argent nécessaire pour payer ces intérêts n'est jamais créé lors de l'émission du capital. Par conséquent, il est mathématiquement impossible pour la collectivité de liquider l'intégralité de sa dette. Pour que le système ne s'effondre pas sous le poids des défauts de paiement, la masse globale de la dette doit s'étendre de manière perpétuelle. Cette nécessité d'expansion continue du crédit aggrave la subordination des économies réelles face aux impératifs de gestionnaires de capitaux, installant un mécanisme d'asservissement financier invisible, mais omniprésent dans la vie quotidienne des citoyens. Les conséquences concrètes de ce basculement se sont manifestées dès la décennie 1830, notamment à travers les crises du crédit qui ont ravagé les régions agricoles américaines. Les exploitants de l'Ouest, privés de leurs banques de proximité et de leurs devises adossées aux récoltes, se sont retrouvés à la merci des grands établissements bancaires de la côte Est pour le financement de leur panne saisonnière. Ces institutions éloignées ont imposé des taux d'intérêt usuraires et des exigences de garantie déconnectées des réalités climatiques. La vague massive de saisies immobilières et foncières qui a marqué la fin du XIXe siècle n'était pas le produit d'une fatalité météorologique ou d'une mauvaise gestion individuelle des agriculteurs. Elle découlait directement de la structure du système monétaire national, conçu pour drainer la richesse périphérique vers les centres de décision financière. Ce traumatisme économique a donné naissance à des mouvements de contestation d'une violence politique inouïe, à l'instar du mouvement pour l'argent libre ou du Parti des travailleurs du billet vert. Les populistes agraires avaient parfaitement saisi l'enjeu crucial de la souveraineté monétaire. Lorsque l'homme politique William James Bryant a prononcé son célèbre discours de Lison-Nancy, avertissant que l'humanité ne devait pas être crucifiée sur une croix d'or, il exprimait la détresse d'un monde productif en train d'être étouffé par l'abstraction financière. Cependant,
les débats publics ont été systématiquement orientés par les autorités vers des questions purement techniques, telles que le choix entre le bimétallisme et le monométallisme, évitant soigneusement de poser la question fondamentale du contrôle, le politique de la création de la monnaie et des bénéficiaires réels de cette centralisation forcée. Aujourd'hui, le souvenir même de cette alternative monétaire a été effacé des mémoires collectives. Les archives physiques de l'ère bancaire libre restent fragmentaires, non pas en raison d'une mauvaise tenue des registres à l'époque, mais parce que les documents de transition ont été délibérément délaissés ou détruits lors du passage au monopole d'État. Les billets locaux retirés de la circulation ont été brûlés en masse, emportant avec eux l'iconographie unique de communautés qui inscrivaient leur paysage, leurs canaux et leurs paysans sur les instruments de leur souveraineté quotidienne. Le silence entourant cette immense confiscation historique interroge sur la nature des choix politiques qui gouvernent le présent, en substituant une monnaie de pure obligation à une monnaie d'affirmation productive. Les réformes du XIXe siècle ont tracé les contours d'un monde où l'homme travaille avant tout pour honorer une dette contractée envers l'avenir. Trutis allo étranger dans fiction, soit subscribe buton Renault Toneve Mix classique historical secret.